Merci Sylvain. Je vais introduire Géraldine Froger qui va avoir la chance d'animer cette deuxième table ronde. La deuxième table ronde, c'est maintenant qu'on a vu quelques modalités, donc les partages de compétences et puis les actions plus terrain, de savoir mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en fait. Et du coup, c'est Géraldine qui va répondre à ces questions avec ses intervenants. Voilà, je vais inviter, bonsoir à tous, je vais inviter Sabine, Fabienne, Armel, Ludovic et Amélie. Amélie, je me demandais, tu avais disparu, je me disais, pendant que vous vous installez, pourquoi, alors je suis Géraldine Froger, je suis responsable du centre APEC de Clermont-Ferrand. Et pourquoi aujourd'hui j'ai été sollicitée d'une part et accepté de venir animer cette table ronde? Bien parce que l'APEC... nous recevons 60% des cadres que nous recevons sont en activité, les autres sont en recherche d'emploi et quelle que soit leur situation, ils sont aujourd'hui en recherche de sens. Ils viennent nous voir en disant je veux changer de job, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est surtout du sens qu'ils cherchent. Alors un nouveau job peut-être, mais peut-être que c'est pas dans un nouveau job que ça se trouvera. Et on va voir effectivement avec nos invités que ce fameux sens, un certain nombre de bénévoles, c'est un sujet qui les motive à venir se rapprocher de ces sujets. Et donc, effectivement, régulièrement, nous envoyons des gens qui viennent nous voir, hein, des cadres qui viennent nous voir vers Pro Bono en leur disant bah, écoutez, c'est une occasion. Vous êtes en activité, c'est une occasion de trouver d'autres moyens de vous impliquer. Vous êtes en recherche d'emploi, ça va être l'occasion de rejoindre des salariés sur des marathons sur la journée. Et là, c'est une opportunité de faire du réseau. Voilà, j'arrête. Maintenant, je m'intéresse à vous. Sabine, c'est à vous que je vais d'abord passer la parole. Sabine, vous êtes depuis 18 mois DRH et vous avez bien précisé directrice des ressources humaines et de la RSE chez Adev Materials. C'est une entreprise de 450 salariés qui est spécialisée dans la transformation de matériaux collants pour faire de l'assemblage dans le monde industriel. Santé, aéronautique, automobile, énergie, construction. En gros, si je vous dis demain plus de rivets que de la colle, ça résume bien le sujet. Sabine, vous êtes engagée dans le milieu associatif depuis toujours. Pourquoi cet engagement et pourquoi engager les collaborateurs hein, dans cette démarche dans le territoire, m'avez-vous précisé? Alors effectivement, RSE et RH, c'est important pour moi parce que je pense que le DRH peut avoir une action dans l'entreprise, dans son territoire et donc dans l'engagement des salariés dans leur territoire. L'engagement associatif, parce que depuis toujours, effectivement, familialement, j'ai été amenée là-dedans, donc sur divers aspects. Ça me paraît important, la question de la compétence, et c'est ce qui m'a intéressée avec Pro Bono Lab, puisque en tant que DRH, la question de la compétence, on la touche tous les jours sur les besoins dans l'entreprise. Et pour moi, l'entreprise n'est pas quelque chose qui est à part et détaché du reste de la société, mais elle est ancrée dans la société, elle est ancrée dans son territoire, quelle que soit l'entreprise, et elle a un rôle à jouer dans ce territoire-là sur le partage des compétences. Donc nous, on agit fortement en lien avec les écoles pour avoir les bonnes personnes dont on a besoin inscrites dans notre territoire. Et c'est pour cette raison-là que j'ai eu à cœur que RSE et RH soient rassemblés dans la même fonction au sein de l'entreprise pour qu'on puisse agir dans le développement des compétences de notre territoire. Merci beaucoup. Fabienne, vous êtes déléguée générale de la Fondation EY pour les métiers manuels. Cette fondation a été créée il y a 10 ans pour accompagner en compétences des personnes à profil manuel et en particulier sur les compétences en gestion qui peuvent faire défaut, m'avez-vous dit. Quelles sont les motivations que vous avez identifiées chez les volontaires et pourquoi s'engagent-ils ? Alors pourquoi est-ce qu'ils s'engagent ? Ils s'engagent parce qu'ils veulent trouver du sens. Aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous souhaite trouver du sens au travail et aujourd'hui plus que jamais. Donc il y a une véritable quête de sens des salariés, de l'entreprise. Mais quel qu'il soit, souvent on peut se dire c'est une vague portée par les jeunes qui aujourd'hui veulent un peu tout, du sens au travail, un super job, un équilibre de vie. Mais quand on a travaillé sur l'évaluation des 10 ans de la Fondation, on s'est rendu compte que tout le monde s'engageait, quel que soit son âge. Donc les jeunes ont une très forte appétence pour l'engagement, mais pas que. Donc le sens au travail, ils s'engagent pour partager et pour faire quelque chose de concret. Parfois dans une grande entreprise, quand on est
consultants, auditeurs, voilà, on fait des missions extrêmement spécifiques. Et parfois on connaît mal le client final. Là, dans la fondation, comme on aide un verrier, une association d'insertion par la couture, une corsetière, un horloger, souvent c'est des gens seuls, et si on les aide à trouver un modèle économique, on voit tout de suite le sens à ce que l'on a fait. Donc la quête de sens, le fait que ce soit concret, et aussi le partage, la découverte et l'ouverture à l'autre. Je pense qu'aujourd'hui le monde est très ouvert, on est dans des métiers où chez nous par définition on est curieux, et le fait que dans cette fondation on puisse travailler en équipe auprès d'un porteur de projet fait que déjà on s'enrichit au contact de l'autre. Parfois un consultant ne travaille pas forcément au quotidien avec un avocat, donc déjà ils apprennent de l'autre, et puis ils apprennent une autre réalité économique. Je pense que parfois dans des grandes entreprises ou partout, on a une vision de la réalité économique qui peut être faussée. Là, on se rend compte que voilà, qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent de leurs mains, parfois peinent vraiment à finir à la fin de mois, même s'ils sont compagnons, même s'ils ont un fort savoir-faire manuel. Donc l'idée, c'est de montrer que tout le monde a sa place dans la société, quel que soit son profil. Merci beaucoup. Et nous allons étayer votre propos de fondation, puisque Armelle, vous êtes consultante chez EY, vous êtes marraine de l'ouvre-boîte qui est l'intervenant suivant, Ludovic, qui va nous en parler. Vous êtes manager au sein de l'activité conseil, vous intervenez, j'ai bien senti quand vous l'avez dit que ça vous faisait vraiment très très plaisir, à 50% de votre temps sur des startups, et en particulier sur les sciences de la vie. Vous m'avez dit que vous êtes impliqué depuis 10 ans dans des assos avec une volonté de continuité. J'ai entendu là aussi l'idée de s'inscrire dans la durée. Comment et pourquoi vous engagez dans le mécénat de compétences ? Alors ça va rejoindre beaucoup ce que Fabienne a déjà évoqué, mais enfin moi dans mon activité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de contacts avec des startups. Dans le domaine des biotech, on est sur des cycles de vie qui sont relativement longs, donc on a beau les accompagner, on ne voit pas toujours rapidement l'action qu'on peut avoir auprès d'eux. Dans le cadre de la fondation, c'est complètement différent puisque ce sont des projets qui sont très concrets. On les accompagne sur 1 an à 18 mois et on voit assez rapidement l'impact qu'on peut avoir. Ce qui est relativement important pour moi parce que dans un métier comme le mien, on est des fois sur des choses qui sont très conceptuelles. On accompagne des clients sur de la stratégie, sur des choses qui ne sont pas toujours très palpables. Et le fait d'être au contact de gens qui sont dans des métiers manuels, déjà, ça nous rapproche de choses qui sont beaucoup plus concrètes. Et le fait de les accompagner de manière régulière pendant cette période, ça nous permet aussi de voir l'impact finalement assez rapidement de ce qu'on peut leur apporter dans leur activité quotidienne. Donc vraiment une réalité, vous l'avez évoqué toutes les deux, quelque chose qui est du coup a une réalité beaucoup plus forte que le reste, que ce que vous faites le reste du temps. Et justement, Ludovic, vous avez même le droit de vous lever. C'est une petite boutade entre nous. Ludovic, vous êtes chef de projet de l'ouvre-boîte. Alors l'ouvre-boîte, c'est un dispositif qui est porté par la Fondation Auteuil, dont d'ailleurs j'ai vu un éminent représentant avec qui j'ai échangé tout à l'heure. En fait, la Fondation Auteuil, voilà, ça y est, je vous ai repéré, pour lutter contre un taux important de cessation d'activité dans les porteurs de projets 18-30 ans ou 18-25. 18-30, merci. Je savais que quand j'ai écrit mes notes, je n'arrivais plus à me relire. Qui ouvre une boîte ou qui monte une activité. Un soutien pendant 24 premiers mois pour des projets dans la restauration, le bâtiment et l'équipement à la personne. Alors Ludovic, vous avez choisi, vous, d'utiliser, on l'a évoqué ce soir, plusieurs solutions pour mobiliser les compétences utiles. Quelles sont-elles et que vous apporte cette diversité de solutions ? Je reviens juste sur ces 4 leviers, sur ce que vous voulez. Et je me lève en plus. Non, du coup, sur les 4 leviers d'accompagnement, on est à la fois sur de la formation, sur de l'accompagnement à la création d'un point de vue technique, on est sur du mentorat, donc un peu plus philosophique, on va dire,
et un accompagnement social, personnel. Donc, pour mener à bien ce projet-là, étant tout seul salarié, c'est un peu compliqué. Donc, on va chercher les compétences là où elles sont. Donc, on a construit une équipe, au final, qui, du coup, allie des compétences de bénévoles, des compétences de mécènes de compétences. Donc, on a Cofages, qui est un cabinet d'expertise comptable. Du coup, on a Fondation EY qui accompagne, du coup, un entrepreneur. On en a d'autres aussi. Si vous voulez, du coup, on va chercher un certain nombre de compétences là où elles sont. L'idée étant que ça nous apporte, enfin l'impact clairement, c'est que ça nous apporte de la flexibilité en termes d'organisation. Aujourd'hui, on est sur un mode start-up, donc voilà, on peut pas embaucher une personne sur chaque fonction. Donc j'ai trouvé du bénévolat, du mécénat de compétences. Derrière, c'est de la flexibilité de fait budgétaire, parce que comme ça on peut cibler là où on investit financièrement, en tout cas sur le salariat. Derrière, au niveau RH, en termes d'animation d'équipe, moi je trouve ça génial, parce que du coup on est avec des personnes qui viennent là parce qu'elles le veulent. Donc en termes d'animation, c'est relativement simple. Ces personnes-là, elles sont elles viennent chercher du sens, et du coup on leur donne, et du coup ça fonctionne très bien. Et la dernière, quand même, ce qui est assez intéressant, c'est ce mécénat de compétences, en tout cas avec la Fondation EY, c'est une dynamique partenariale qui est intéressante. Je vais voir la Fondation EY pour savoir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur du mécénat de compétences, et je me retrouve ici à parler de mon projet. Alors ça, c'est génial. Donc merci à la Fondation, merci au Pro Bono, et longue vie au mécénat de compétences, parce que ça apporte plein de choses. Et en plus, vous avez rencontré votre marraine ce soir. Et en plus, je rencontre ma marraine. Amélie, vous êtes cofondatrice et coordinatrice de la Miette, un collectif qui depuis 6 ans propose un lieu pour les porteurs de projets innovants, une maison pour mutualiser des compétences et du matériel, pour tester des choses qui n'existent pas. Et vous, c'est vraiment au titre de bénéficiaire du Pro Bono que je vous interroge. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ça a apporté aux participants, volontaires, bénéficiaires, enfin voilà, tous ceux qui, quelque part, bénéficient d'une part de cette action? Oui. Alors l'expérience Pro Bono, pour nous, ça a été vraiment tout d'abord une rencontre en fait entre deux milieux, le milieu associatif avec vraiment une culture éduc-pop et en fait le monde de la grande entreprise privée. Donc en fait, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes codes, le même langage. On peut vraiment parler de différences culturelles. Mais c'est une rencontre qui apporte autant aux volontaires qu'aux bénéficiaires. Donc aux bénéficiaires, en l'occurrence à la Miette, ça nous a vraiment permis d'avoir une expertise pointue dans un domaine particulier, qui nous a vraiment permis d'avancer sur notre projet. Ça nous a permis aussi de prendre du recul, parce que d'avoir le regard extérieur de professionnels d'un autre milieu aussi, et qui connaissent pas du tout notre projet, ça permet aussi de se rendre compte de comment on communique dessus, de vraiment se questionner dessus. Et puis ça nous permet aussi, encore une fois, de nous confronter à un autre milieu avec lequel on n'est pas habitué de travailler, mais avec lequel on va être de plus en plus amené aussi à collaborer. Donc du coup, ça a une bonne expérience pour ça. Et pour les volontaires, ça rejoint un peu ce que disait Fabienne. Pour avoir discuté avec la plupart, ça donne vraiment du sens à leur pratique. En général, ils apprécient beaucoup de pouvoir avancer sur un projet d'intérêt général à vocation sociale pour le bien commun. Et là aussi, ça leur permet de se confronter à un autre milieu qui est le monde associatif, parce que du coup, tous ne connaissent pas forcément ce milieu-là. Donc pareil, il y en a aussi qui nous disent n'hésitez pas à nous rappeler après, on est intéressés. Voilà. Après, c'est vraiment un temps d'échange parce qu'on a vraiment des compétences différentes, mais elles sont vraiment complémentaires. Une fois qu'on arrive un peu à synchroniser et paramétrer notre langage, et qu'on se dit quand on dit tel mot, ça veut dire ça pour tout le monde. Après, c'est un peu comme une équipe je comparerais peut-être comme un match en fait un peu sportif. On est tous une équipe avec chacun nos compétences, nos capacités, nos postes, nos spécialisations. En une journée, c'est très intense en fait. On a vraiment une journée pour avoir un rendu à la fin. Donc toute la journée on fusionne, c'est vraiment du remue-ménage, on transpire ensemble. Et à la fin de la journée, en fait, on arrive à quelque chose qu'on n'imaginait même pas possible le matin. Du coup, là, on se rend compte qu'une fois de plus, on a vraiment des compétences différentes, mais que allier ces deux milieux et toutes ces compétences, ça permet vraiment d'aller plus loin. Merci.
Je leur ai demandé un exercice pour la deuxième partie de notre table ronde, c'est de me raconter une histoire. Moi, j'aime qu'on me raconte des histoires et je sais que vous aussi. Donc, chacun va nous raconter une histoire. Sabine, vous avez, vous, un bel exemple d'évolution professionnelle appuyé sur des compétences qui étaient développées au départ dans le cadre d'un engagement associatif. Alors oui, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un peu timide, qui est venu un jour dans mon bureau, comme ça arrive dans nos bureaux. Les DRH n'ont pas que des mauvais côtés, ils aident parfois les gens à progresser aussi. Et me racontant qu'il avait envie de faire autre chose et qu'un jour il voudrait être DG. Et je trouvais plutôt ça joli comme ambition, si ce n'est qu'il avait un peu du mal à exprimer les choses. Donc on a un peu raconté d'où il venait, ce qu'il avait. Il a 27 ans. Il vient juste d'être papa. C'est quelqu'un de fabuleux. Et puis, en racontant un peu sa vie, il a fini par lâcher des choses, et entre autres un engagement associatif assez intéressant dans un mouvement particulier et qui est là depuis tout petit, et dans lequel il avait pris une place importante, puisqu'il est trésorier de l'association, avec des montants financiers conséquents. Et aujourd'hui, son métier, c'est le contrôle de gestion. Et on discutait sur son évolution professionnelle, et entre autres sur la partie managériale de son évolution professionnelle, dans lequel il se sentait pas du tout à l'aise. Et en partant de cette idée-là, de ce qu'il avait développé lui par ailleurs dans le monde associatif, on a pu imbriquer les choses et créer un parcours. Aujourd'hui, il a pris la responsabilité d'une petite équipe tout récemment, il y a une semaine. Il en est super fier. Je l'ai vu traverser le couloir et j'ai souri en moi-même tout à l'heure, puisque je l'ai vu traverser un peu différent de ce que je l'ai vu les mois précédents dans nos différents échanges. Et il est fortement à l'origine de ce que je suis en train d'impulser dans l'entreprise, qui est d'affirmer nos engagements associatifs pour les mettre au service des autres, et de pouvoir créer en interne ce mécénat de compétences qui est moi je suis engagée dans une asso, je sais pas faire de la compta, est-ce que je peux aller voir une heure la compta pour essayer de lire mon bilan et m'aider sur la partie associative. Voilà, donc il est à l'origine de ce que j'espère pouvoir développer grandement dans l'entreprise dans les mois qui viennent. Merci, elle est jolie, hein, cette histoire. Mais vous allez voir, elles sont toutes extraordinaires. Fabienne, alors vous, ce qu'on a convenu, que vous allez nous raconter un exemple d'action. Oui, en fait, à la Fondation EY, il n'y a pas une histoire, il y a plein de belles histoires. Et effectivement, c'est le bilan de nos 10 ans de fonctionnement, parce qu'on a plein de projets avec plein de collaborateurs. Donc je me suis dit que j'allais prendre la plaquette, et quand je vois, par exemple, cette créatrice de fleurs de soie, aujourd'hui elles sont 4 ou 5 en France, au début du siècle, au début des années 1900, il y en avait 500, elle fournit les grandes maisons de luxe. Séverida, elle est seule avec 2 enfants, et elle a offert une couronne de fleurs pour Émilie, qui était une consultante advisory comme Armelle quand elle s'est mariée. Pour moi, c'est des choses qui me touchent. Ou quand je regarde Sévérier, Natacha et Eric, qui peinent vraiment à trouver un modèle économique, et leur fille de 10 ans, elle voit ses parents qu'à travers le prisme du fait que les parents disent toujours non parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et on s'est intéressé à ce projet. Il y a une associée qui est allée les voir un week-end avec son mari. On a acheté une pièce chez EY. Ses parents ont ouvert une galerie chez eux, près de Montargis, au bout du monde. Et elle a 9 ans, et maintenant elle a dit, je sais plus quelle était sa phrase, mais en fait ses parents maintenant existent. On voit comment on s'intéresse à ses parents, elle voit que ses parents ont de la valeur, donc elle est fière de ses parents. Donc on fait pas non plus des miracles en aidant à trouver un modèle économique. L'idée, c'est de s'intéresser à l'autre, partager son réseau, ses compétences. Ou quand je vois je sais plus, ou quand je vois cette
Eugénie qui a créé les petits chantiers de la vie qui visent à décorer, à restaurer les chambres d'enfants, des enfants qui sont souvent dans des familles monoparentales. Ils ont honte de leur chambre, donc ils invitent jamais des copains au goûter d'anniversaire. On a aidé le projet, on a fait un marathon. Et grâce encore à cette Émilie formidable, qui est d'ailleurs dans une autre entreprise, toujours engagée à la fondation, on a pu montrer qu'on pouvait salarier la maman. Donc en fait, c'est pas une histoire. Moi, c'est plein de choses qui me rendent heureuse de faire du bien. Alors voilà, je veux pas parler de projets j'ai un créateur de vêtements pour personnes handicapées et pour personnes valides. Chaque fois qu'il me voit, il m'apporte un cadeau, et pourtant on l'a pas aidé beaucoup dans ce projet. Chaque fois qu'il y avait un parrain, il finissait par démissionner au bout de 6 mois. Donc je trouve qu'on n'a pas été efficace, mais n'empêche qu'on s'intéresse à lui, et c'est ce qui compte. Donc c'est s'intéresser à l'autre. Voilà, pour moi, c'est l'intérêt de la fondation ou du marathon, peu importe que ce soit une fondation ou autre. Et merci. Effectivement, j'avais bien compris que vous en aviez plein des histoires et qu'il fallait choisir. Armelle, vous, quand on a échangé ensemble, j'ai compris qu'un de vos plus beaux souvenirs était lié à votre premier projet avec la fondation. Alors effectivement, moi, j'ai pas autant de projets que Fabienne peut en avoir. Mais le premier projet sur lequel je me suis impliquée dans la fondation EY, c'est un projet qui s'appelle You Factory, qui est basé à Lyon. Donc c'est une usine collaborative. Le constat de départ qui avait été fait par la créatrice, enfin la porteuse de projet, elle venait des arts décoratifs, et en fait elle avait beaucoup de mal à trouver des lieux dans lesquels elle pouvait faire du prototypage ou des objets en petite série. Parce qu'elle avait besoin d'accéder à des machines un peu spéciales, des imprimantes 3D, des machines de découpe, des choses qu'on ne trouve pas forcément facilement, qui sont très chères. Donc investir dans une machine comme celle-là, quand on est indépendant, c'est juste inenvisageable. Et elle s'est dit, moi je veux créer un espace où je vais pouvoir mettre à disposition des machines comme celle-ci pour des gens qui sont dans la même situation que moi, qui sont des professionnels, mais aussi des particuliers. Et donc c'est comme ça qu'est né son projet. Elle a embarqué son fils dans le projet, donc c'était un peu particulier parce qu'il y avait aussi la question des relations familiales de temps en temps à gérer quand on les rencontrait. Et tout le long de l'accompagnement, en fait, on l'a vu passer par différents stades, des moments où elle était complètement euphorique, à des moments où elle était complètement abattue parce qu'elle rencontrait que des difficultés. Donc c'était, fallait aussi qu'on lui apporte une certaine constance quelque part. Et peu de temps après avoir fini l'accompagnement dans le cadre de la fondation, ils ont fini par identifier un lieu et par s'installer au pôle Pixel à Villeurbanne. Donc elle a organisé une grande inauguration où ils ont fait venir tous les gens qui avaient évolué autour du projet depuis l'idée de départ qu'elle avait pu avoir. Donc elle a reçu, alors j'ai plus en tête le nombre, mais plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Ça a duré toute une après-midi et une soirée. Et elle était tellement ravie de nous présenter son lieu, ses machines, de nous expliquer les offres qu'elle était en train de mettre en place dans cette usine collaborative. J'ai trouvé ça, vraiment, c'était la concrétisation de tout le temps qu'on avait passé auprès d'elle pendant la période où elle montait ce projet. Merci. Encore une très jolie histoire. Mais de toute façon, je vous dis, je les ai tous déjà entendus et je sais qu'il y a vraiment de quoi se réjouir. Ludovic, c'est une histoire à venir, puisque vous avez démarré lundi avec un groupe de 7 bénéficiaires. Vous étiez depuis avril sur ce projet. Là, ça y est, les choses ont démarré. Et en fait, vous avez déjà 2 boutiques éphémères en gestation, j'ai mis, mais racontez-nous de quoi s'agit-il, puis profitez-en. Vous avez une clientèle potentielle. Alors c'est une invitation pour dans 2 ans, dans 24 mois, parce que j'aurai 7 belles histoires à vous raconter. Mais il faudra me réinviter. Une des dimensions de notre accompagnement, c'est de mettre les jeunes en apprentissage par le faire, en test and learn. Donc on leur met à disposition, on met 3-4 porteurs de projets dans une boutique et ils vont tester leurs projets. En même temps qu'on les accompagne, on va modéliser avec eux leur projet. On va construire avec eux ce business plan. On leur demande pas de le faire en amont, on va le faire en aval en testant. Et
Pour nous, l'enjeu fort auprès de ce public-là, c'est cet apprentissage par le faire. On n'est pas sur du scolaire. Et du coup, il faut les monter, ces boutiques. Donc, on a la chance d'avoir un premier partenaire qui est la commune, dont vous avez peut-être entendu parler, qui va ouvrir une halle de restauration, du coup, avec une quinzaine d'échoppes du coup dans le 7e. Donc on a un partenariat avec eux et on va mettre 2 porteurs de projets dans une de ces échoppes pour qu'ils puissent tester leur projet. Et on a une deuxième, et là en l'occurrence on a une deuxième boutique dans la galerie marchande de Carrefour au 7 chemins à Vaux-en-Velin, donc sur la zone d'activité Roosevelt. On va mettre 3 porteurs de projets dans le domaine du textile, du prêt-à-porter, dans cette boutique. Et du coup, il faut l'aménager, il faut répondre aux obligations techniques du bureau de contrôle, etc., etc. Donc, il faut aller chercher des compétences pour s'occuper de tout ça. Donc, on arrive à en gérer en interne, mais du coup, on cherche des aménageurs d'espace, on cherche des personnes qui ont des compétences sur la communication. Donc, c'est l'occasion de faire un appel à demi-mot, presque. Du coup, nous avons besoin de compétences pour aménager ces boutiques, organiser ces boutiques, pour accompagner ces jeunes, on va dire 2 fois par semaine, à hauteur d'une demi-journée, pour les accompagner dans la gestion de cette boutique, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous penserez à distribuer votre adresse mail pour que les gens qui ont les compétences ou le réseau qui va bien vous envoient. Merci beaucoup Ludovic. Amélie, on va terminer avec vous. Ce dont vous vous souviendrez longtemps, c'est votre première journée, votre arrivée chez EY le jour du marathon. Oui, voilà. En effet, du coup, le marathon avec EY, on l'a fait dans leurs locaux. Qui se trouve dans la tour à côté de la Pardieu, c'est Oxygène. Donc on était 3 personnes de la Miette, donc administrateurs et salariés. On arrive devant la tour, alors déjà bon c'est assez impressionnant. Après on rentre dans la tour et là on dit il faut un badge. Bon ok, alors on va à l'accueil, on fait la queue, 10 minutes, 15 minutes, on a un badge. Après on dit est-ce que vous savez utiliser l'ascenseur? On fait bah ouais, enfin on sait utiliser l'ascenseur. Bon, on passe le portique et on arrive devant 10 ascenseurs. Et il y a une borne avec plein de chiffres. Enfin, bref, voilà. Donc, il fallait prendre le bon ascenseur qui va au bon étage avec la bonne borne. Enfin, bref. Du coup, on arrive à l'étage. Ah oui, pensant, on était dans l'ascenseur avec des personnes qui s'arrêtaient à chaque étage. Donc, tout le monde en costard avec sa mallette. Donc, personne ne se parlait. Mais à chaque étage, c'était très cordial. C'était bonne journée. Bonne journée. Il n'y a pas qui voie. Non, il n'y a pas qui voie. Donc on arrive à l'étage et là il y a 2 portes coulissantes de chaque côté. Donc on tente notre chance sur la première, bon ça marche pas avec le badge. Du coup on va à la deuxième, donc ça s'ouvre. Là encore un accueil, bon. Du coup on nous redirige vers la salle de pause en fait où on nous attendait. Salle de pause qui fait à peu près la surface de l'ensemble de nos locaux. Du coup, on se sentait un peu perdu, mais par contre, on était très bien accueillis. Tout de suite, on nous a dit bienvenue, on nous a tutoyé, on nous a dit si tu veux un café, vas-y, c'est là-bas. On va là-bas, 10 machines Nespresso alignées, 30 choix de saveurs de thé. Enfin, nous dans nos bureaux, juste, c'est quand on a une machine à café, une bouilloire qui fonctionne, on est super contents. Donc voilà, on était un peu dépaysés en fait quand je parlais de. C'est l'espace client. Voilà. Pas les bureaux des collaborateurs. Quand je disais un peu choc interculturel, c'était un peu ça pour nous. Et après, on s'est retrouvés dans une grande salle de réunion avec vue sur la Pardieu. Et voilà, bon bref. Une fois qu'on était tous autour de la table, c'est vrai qu'on était un peu impressionnés au premier abord. Et puis finalement, une fois qu'on a réussi une fois de plus à se mettre, se paramétrer, une fois de plus se présenter et commencer à travailler, finalement on s'est rendu compte qu'on avait tous des compétences et que finalement à la fin de la journée, on a réussi à construire quelque chose d'encore de plus grand que ce qu'on aurait pu faire si on avait été que seul entre nous ou je pense que EY tout seul. Et voilà, du coup, pour parler de cette différence de culture, mais finalement qui est vraiment complémentaire. Voilà. Finalement, vous n'étiez pas des extraterrestres. Et eux non plus. On les
sera chez nous quand même. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai on s'est pas posé la question de savoir si vous les aviez invités chez vous. Est-ce que eux en avaient pensé? Ça pourrait être intéressant pour une prochaine occasion. Merci beaucoup à vous 5. Je pense qu'effectivement, on a entendu et le côté pourquoi y aller, comment y aller, qu'est-ce qui s'est passé dans les différentes étapes qu'ont vécues les uns et les autres. Et puis, ce que j'avais à cœur de partager avec vous, c'était au travers de ces histoires, c'était la passion qu'on entend et l'envie et tout ce que ça a généré chez les uns et les autres, parce que moi, j'ai eu plaisir à les écouter et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup.